J'allais vous parler d'hypertension artérielle et de rein et de cette relation étroite entre les deux entités. On ne connaît pas l'œuf de la poule, mais en tout cas, les maladies rénales peuvent entraîner l'hypertension artérielle et l'hypertension artérielle peut entraîner une maladie rénale et c'est un cercle vicieux. 4 possibilités pour expliquer tout cela. Une coexistence fortuite, les deux entités sont tellement fréquentes que ça peut se voir. Un effet délétère direct de l'hypertension à l'intérieur de la circulation rénale ou en tant que facteur favorisant l'athérosclérose. Et enfin, une réduction de la fonction rénale qui va entraîner elle-même une hypertension artérielle. Pour vous donner des chiffres, je vais commencer par une étude nationale qui s'appelle l'étude Maremar pour maladies rénales chroniques au Maroc. Et cette étude qui a porté sur plus de 10 000 personnes, pour ne pas dire patients, puisque c'était de la population générale tirée à partir de listes électorales et c'était uniquement des personnes adultes âgées de 26 à 70 ans. On retrouve que l'hypertension artérielle, donc mesurée correctement et contrôlée quelques jours plus tard, donc la prévalence était de 16,7% et bien sûr elle augmentait avec l'âge. Et pour la maladie rénale chronique, on trouvait 5,9% de la population marocaine adulte, avec encore une fois une différence en fonction de l'âge. Et quand on parle de maladie rénale chronique dans cette étude, on distingue baisse de débit de filtration glomérulaire, albuminurie à la bandette urinaire, macroalbuminurie et microalbuminurie quand il s'agissait de diabète de type 1 et d'autres anomalies à la bandette urinaire comme l'hématurie. Donc, quand on était dans ces 5,9%, la cause principale était le diabète, suivi de tout près par l'hypertension artérielle. Et donc, finalement, l'hypertension artérielle a un rôle majeur dans l'explication qu'on a de cette maladie rénale chronique dans la population marocaine, comme partout dans le monde. Et la prévalence est particulièrement plus élevée dans certaines pathologies glomérulaires comme ici, là il y a l'unose segmentaire et focale ou la glomérulonéphrite membrano-proliférative, qui sont deux pathologies, on dira, primitives. La néphropathie liée au diabète, qui donne une glomérulopathie secondaire, ou encore la polykystose rénale, qui est une maladie autosomique dominante. Et il y en a d'autres, mais vous voyez que la simple existence de l'une de ces maladies donne un pourcentage très élevé d'hypertension artérielle qui dépasse les 60%. L'augmentation de l'hypertension artérielle de sa prévalence se voit aussi avec la progression de la maladie rénale. Et j'ai mis ici des pointillés pour souligner le stade terminal de la maladie rénale chronique, puisque quand on est à moins de 15 ml par minute par 1,73 m² de surface corporelle, on est au stade 5 de la maladie rénale chronique, qui est le stade terminal. Et vous voyez qu'à ce stade, la quasi-totalité des patients ont une hypertension artérielle. Ceci s'explique par plusieurs éléments. D'abord, l'artériolonéphrosclérose, puisque les glomérules sont faits d'une touffe donc vasculaire et tout ce qui peut se voir dans les artérioles se voit au niveau glomérulaire. Et la sclérose qui en découle va entraîner une perte néphronique. L'adaptation néphronique secondaire à tout cela va donner une hypertrophie glomérulaire et une hypertension intraglomérulaire. Le cercle va être bouclé quand on aura une glomérulosclérose focale secondaire à l'hypertension glomérulaire et encore une fois une perte néphronique et le cercle vicieux ou vertueux va continuer. La pression artérielle, quand elle est là, l'hypertension artérielle va entraîner une insuffisance rénale chronique terminale dans un certain pourcentage de cas. Et vous voyez ici le risque relatif d'arriver au stade terminal de l'insuffisance rénale. Ce risque relatif est multiplié par 5 quand on a une pression artérielle systolique supérieure au seuil de définition de l'hypertension artérielle par rapport à une pression artérielle de base systolique qui ne dépasse pas les 123 mm de mercure dans cette étude qui date maintenant d'un quart de siècle, mais qui reste toujours d'actualité puisqu'elle a montré des données fondamentales. La pression artérielle prédit l'insuffisance rénale chronique terminale, on vient de le montrer, et le stade de l'hypertension artérielle est un élément qui joue aussi son rôle. Vous voyez ici la comparaison des stades 1, 2, 3, 4 selon les données de 1996 encore une fois, et vous voyez que plus l'hypertension artérielle est élevée, plus le risque d'arriver au stade d'insuffisance rénale chronique terminale au bout d'un certain nombre d'années est élevé.
Les stades de la maladie rénale sont au nombre de 5, c'est déjà dit, et ceux qui arrivent au stade terminal sont ceux-là, les 35 000 qui sont au stade 5, les 24 000 qui sont au stade 4, mais aussi des centaines de milliers au Maroc qui sont au stade 1, 2 et 3. Et cela est très important à noter puisque l'hypertension artérielle va intéresser c'est presque 700 000 personnes atteintes de maladies rénales chroniques. Lorsqu'on est au stade terminal, on peut avoir besoin d'un traitement de suppléance. Et parmi ces traitements de suppléance, il y a les deux modalités de dialyse, l'hémodialyse et la dialyse péritonéale, et il y a la transplantation rénale. À ce stade-là, le principal déterminant de l'hypertension artérielle, c'est l'expansion du volume extracellulaire, puisque l'hypervolémie est quasi constante chez les patients arrivés au stade de dialyse. Mais vous voyez que la liste des causes est très large et il faut s'intéresser à ces différents éléments-là. On a l'habitude de dire qu'au cours des 3 premiers mois de dialyse, on corrige une grande majorité des causes d'hypertension artérielle et c'est l'un des critères de qualité d'une dialyse, c'est de permettre de revenir à un état de volémie, de contrôle de l'anémie, de l'hyperparathyroïdie, etc., qui permettent de revenir à une pression artérielle normale. Difficile à définir chez l'insuffisant rénal au stade terminal dialysé, puisque les recommandations ne sont pas aussi claires que pour les autres situations. Regardez ici, c'est ce que je vous disais, contrôle de la pression artérielle moyenne suite à une baisse de la volémie. La baisse de la volémie, on l'obtient très rapidement et la pression artérielle va baisser secondairement. Et donc, le pourcentage de patients qui ont une hypertension artérielle va baisser. Chez le transplanté rénal, d'autres facteurs vont venir expliquer l'hypertension artérielle et on a l'habitude de distinguer une hypertension artérielle préexistante qui va persister, une hypertension artérielle qui, de nouveau, due à l'utilisation des corticoïdes, des anticalcineurines, à la prise de poids, à des problèmes liés au rein du donneur de plus en plus âgé et d'autres facteurs donc, que vous voyez devant vous. Et tout cela est à prendre en considération. Donc, finalement, si beaucoup de paramètres s'améliorent après de transplantation, la pression artérielle, elle, nécessite une attention particulière pour ne pas tomber dans une hypertension artérielle qui n'est plus volodépendante puisqu'il n'y a plus de problème de volémie, mais qui est due à d'autres facteurs explicatifs. 3 niveaux de prise en charge. D'abord, traiter la cause quand on la connaît. Maîtriser les chiffres tensionnels et malgré la maîtrise des chiffres tensionnels, il faut avoir aussi une inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone. Vous voyez ici l'effet du simple contrôle de la pression artérielle, quelle que soit la modalité utilisée. On est en 1993 avec cette étude de Parfing qui est toujours citée et vous voyez que la baisse de la pression artérielle moyenne va entraîner une baisse du rythme de dégradation du débit de filtration glomérulaire de façon significative à travers le temps. Et cela est très important pour retarder le stade terminal et la nécessité d'un traitement de suppléance. Dans cette méta-analyse, plus la pression artérielle est basse, plus le déclin du débit de filtration glomérulaire est long, que ce soit chez des diabétiques ou chez des non-diabétiques. Et finalement, on est dans un dilemme entre baisser de façon très importante la pression artérielle et donc être dans un traitement intensif ou se contenter d'une baisse modérée pour ne pas rencontrer des complications. Vous voyez les pour et les contre. Le pour baisser significativement, c'est baisser la mortalité et baisser les événements cardiovasculaires. Le contre baisser radicalement et de façon intensive, c'est l'augmentation des cas d'insuffisance rénale aiguë, des troubles hydroélectrolytiques, de l'adhésion au traitement et bien d'autres facteurs. Si bien que les recommandations, finalement, qui nous poussaient à aller au plus bas il y a quelques années, ne le font plus, même dans la situation de la maladie rénale chronique. Et vous voyez ici des seuils inférieurs à 140-90 ou inférieurs à 130-90 par certaines recommandations, notamment des recommandations néphrologiques, ici celle des KDIGO,
qui date un petit peu, mais qui distingue le 140-90 pour tous ceux qui ont une maladie rénale chronique sans protéinurie et inférieur à 130-80 si la protéinurie est positive, ou c'est-à-dire si l'albuminurie est supérieure à 0,3 g par 24 heures. On est en 2020 ici et on a toujours ces publications de revues de la littérature, de méta-analyses et de séries qui nous disent il faut pas, ce n'est pas la même chose pour tout le monde et donc il ne faut pas qu'on ne chausse pas la même taille. Et donc c'est pour cela qu'on va comparer les différentes études. Commençons par les dernières, celle d'Agarwal en 2019. Et vous voyez que quand on compare 137,77 par rapport à 125,71, on n'a pas de différence en termes de devenir rénal, de mortalité cardiovasculaire et de mortalité totale et ou de critères composites. Et finalement, on se contentera des objectifs, des recommandations en attendant d'autres situations, bien que la conclusion de l'article nous dise, et c'est un élément très important, qu'il faut individualiser. Là, les recommandations nous parlent de grosses cohortes et de populations plutôt, et pour individualiser à l'échelle du patient, on va tenir compte du risque individuel, comme cela a été précisé dans les présentations précédentes, mais aussi de la tolérance, particulièrement chez le sujet âgé, chez lequel on ose plus traiter, mais chez lequel aussi on fait attention à la tolérance du traitement. Dans cet éditorial, vous voyez que bloquer le système rénine-angiotensine, qui est l'un des premiers moyens, et c'est quasiment constant chez les patients ayant une maladie rénale chronique, il ne faut pas abuser des bonnes choses, c'est bien titré, parce que tout simplement, quand on compare prise d'IEC seule, prise d'ARA2 seule chez des patients qui ont une maladie rénale chronique, et ici ils sont plus d'un millier en Italie, dans 47 centres, vous voyez que associer les deux ne donne pas de meilleurs résultats. C'est quasiment comparable à IEC ou ARA2 seul sur des critères composites intéressant le pronostic rénal et cardiovasculaire. Mais par contre, on a une augmentation du risque d'hyperkaliémie, du risque d'insuffisance rénale aiguë, et c'est pour cela qu'il est préférable de ne pas recourir à l'association. On ne recourt pas à l'association de deux bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone. Mais par contre, on a besoin d'association d'autres médicaments puisque, comme vous le voyez ici, pour traiter une hypertension artérielle chez quelqu'un qui a une maladie rénale chronique, il faut 2,6 antihypertenseurs en moyenne. Comment les utiliser? Le plus simple, c'est de suivre les recommandations de l'ESCESH 2018. Et à ce moment-là, on donne un bloqueur du système rénine-angiotensine IEC ou ARA2, plus soit un inhibiteur calcique, soit un diurétique. Et la particularité du patient qui a une maladie rénale chronique, c'est l'utilisation des diurétiques de Lens, qui ne sont pas des antihypertenseurs chez les autres patients, mais chez ceux qui ont un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute, chez qui la volémie a toute son importance dans la détermination de la pression artérielle, ils ont un rôle important, d'autant plus que les autres diurétiques, notamment les thiazidiques et les thiazidiques-like, ne sont plus aussi efficaces quand le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30 ml par minute. Après, quand on veut associer, on va utiliser IEC ou ARA2 plus inhibiteur calcique plus diurétique. Et quand on est devant une hypertension artérielle résistante, on va ajouter la spironolactone en première intention, toujours en faisant attention à la kaliémie, puisqu'on est dans un contexte de maladie rénale chronique. On est dans une maladie rénale chronique où le risque d'hyperkaliémie est élevé, et donc c'est pour ça qu'on a posé dans cette étude, dans une enquête, la question aux praticiens: est-ce que vous arrêtez le blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone quand vous êtes devant une maladie rénale chronique? Et 46% ont répondu oui. Et finalement, c'est mitigé, c'est partagé. Et ça, c'est à partir d'un seuil de 20 ml par minute par 1,73 m² de surface corporelle. Vous voyez que déjà près de la moitié des praticiens ont décidé d'arrêter le traitement. Arrêter, oui, mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre un bénéfice de ce blocage? C'est ce qu'a montré cette étude et cette méta-analyse qui va montrer
que continuer à donner un IEC par rapport à un placebo ou par rapport à un inhibiteur calcique, etc., et donne moins d'événements rénaux, moins d'événements cardiovasculaires. Et c'est peut-être dommage de s'en priver. Le prix, encore une fois, c'est l'hyperkaliémie, c'est l'hypotension artérielle, c'est l'atout quand il s'agit d'IEC. Donc finalement, quand arrêter, c'est finalement au cas par cas, puisqu'il y a des éléments pour continuer le traitement, c'est retarder la maladie rénale chronique, diminuer la mortalité et les événements majeurs cardiovasculaires, mais le risque, c'est l'insuffisance rénale aiguë, l'hyperkaliémie et le déclin rapide de la maladie rénale. Finalement, on va jongler chez un même patient et utiliser des résines échangeuses de potassium, une dose faible de blocage du système rénino-angiotensine-aldostérone, apprendre aux patients à les arrêter quand il est en situation aiguë, quand il a une diarrhée, une cause de déshydratation. Et on va essayer d'éviter les autres agents néphrotoxiques qu'on est souvent obligé de donner malgré la maladie rénale chronique. Je terminerai par ça, par sortir un petit peu du sujet. J'ai mis dans cette diapositive un appareil de mesure de pression artérielle et de sucre pour dire que les patients ayant une maladie rénale chronique sont très souvent ceux qui sont aussi hypertendus et diabétiques. Et pour ces patients-là et pour d'autres, et pour les autres qui n'ont pas les trois facteurs associés, il y a les inhibiteurs de SGLT2 qui sont maintenant la nouveauté thérapeutique depuis quelques années, mais depuis peu, on commence à les voir comme possibilité de facteurs de médicaments néphroprotecteurs, peut-être même chez le non-diabétique. C'est une question légitime. Et il y a une semaine, le New England a sorti cet article dans lequel il a donc dressé le pronostic des patients qui ont une maladie rénale chronique sous dapagliflozin et en utilisant comme facteur d'évaluation, élément de pronostic primaire, une baisse rapide du débit de filtration glomérulaire, l'arrivée au stade terminal ou une mortalité cardiovasculaire. Et vous voyez que tous les patients ayant reçu ce médicament étaient soit sous IEC, soit sous ARA2 en quasiment 99%. Ils étaient donc sujets à recevoir ces médicaments et qu'ils soient hypertendus sous traitement ou à moins de 130 de systolique, ils ont à chaque fois bénéficié de cet inhibiteur de SGLT2 pour améliorer le pronostic rénal et cardiovasculaire. Finalement, ils deviennent incontournables sur le plan théorique et peut-être maintenant sur le plan pratique, si bien qu'on va considérer leur introduction de plus en plus chez nos patients qui ont une maladie rénale chronique et donc très souvent hypertendus. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition. Merci.